Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Alors un tout petit disclaimer avant cette vidéo. Si vous voulez comprendre pourquoi je la fais, je vous mets en description et je vais essayer de mettre en fiche la vidéo qui explique un petit peu le contexte de réalisation de celle-ci. Donc cette vidéo remplace la vidéo que j'ai supprimée précédemment. Et voilà, donc allez voir la vidéo si vous vous interrogez sur pourquoi je fais celle-ci. Sinon, il n'y a aucun intérêt à la regarder et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychoblog. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu polémique, souvent discuté mais qui est absolument central en psychologie scientifique. On va parler de l'intelligence et des moyens d'évaluer celle-ci. En particulier on va parler du QI. Attends, t'es sûr que tu veux parler de ce sujet? Parce que l'intelligence, je sais pas trop si on a une définition. En tout cas, il me semble pas qu'on a une définition consensuelle de ce que c'est que l'intelligence. Il y a plein de modèles qui en parlent. Alors, tu as raison, il y a beaucoup de modèles qui en parlent, mais seuls certains de ces modèles ont une bonne validité scientifique, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. On va quand même évoquer les modèles pseudo-scientifiques de l'intelligence, parce que ceux-ci sont très répandus et ont généralement beaucoup de succès. Pour bien comprendre ce qu'est l'intelligence en science, il faut bien comprendre les relations qu'il y a entre le concept d'intelligence tel qu'on l'utilise dans le langage courant et la définition technique de celle-ci qu'on a élaborée au cours des dernières décennies concernant la recherche scientifique. En général, on considère que l'intelligence, en tout cas dans cette définition un petit peu du langage courant, ça va être la capacité que nous avons à adapter notre comportement pour résoudre une situation. Nous sommes confrontés à une problématique, une situation quelle qu'elle soit, comment nous adaptons notre comportement de la manière la plus efficace possible, et plus la solution que nous trouvons est efficace, plus on va dire qu'elle est intelligente. Ça, c'est plutôt la définition un petit peu dans le langage courant de l'intelligence, et la définition scientifique de l'intelligence, elle s'est basée sur une découverte absolument cruciale en psychologie, une découverte qui a été maintes fois répliquée et qui est une des plus solides qu'on a en neurosciences. Cette découverte, c'est que les différentes fonctions cognitives, les différents processus neuropsychologiques sont corrélés entre eux. Et ils ont plutôt une corrélation qui est positive, c'est-à-dire qu'elle varie dans le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire en termes très pratiques? C'est-à-dire que quelqu'un qui a plutôt un bon niveau de langage va généralement avoir un bon niveau de raisonnement, un bon niveau de mémoire, un bon niveau de concentration. Évidemment, il y a des exceptions. Cette règle, elle est vraie en général pour des grandes populations. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie au niveau individuel. Au-delà de ces corrélations entre les fonctions cognitives et neuropsychologiques, on a découvert que toutes les fonctions, tous les processus cognitifs étaient corrélés à un attracteur, à un facteur global qu'on ne mesure pas directement, mais dont on estime la position sur la base des différentes corrélations des fonctions neuropsychologiques. Ce facteur global, ce facteur estimé, on l'a appelé le facteur G. Il a été décrit pour la première fois en 1904 par Spearman, qui a appelé ce facteur G, le facteur général de l'intelligence. Donc, la définition scientifique de l'intelligence, c'est le facteur G, c'est le corrélat commun à toutes les fonctions neuropsychologiques. Attends, il y a un truc que je comprends pas dans ce que tu dis. On peut très bien avoir une solution qui est efficace à un problème, à une situation, en le résolvant rapidement, ou bien plutôt en prenant son temps et en fournissant une réponse originale. Dans ce cas-là, ton facteur G, il différencie pas ces différentes possibilités. Ben oui, justement, en fait, il différencie pas ces différentes possibilités, tout simplement parce que le facteur G, il est global, c'est-à-dire que la rapidité, la vitesse à laquelle tu réponds, aussi bien que l'efficacité en termes de raisonnement logique que tu mets en place, contribuent tous à l'intelligence et contribuent tous au facteur G. Donc, quand on parle d'intelligence, on va justement avoir cette composante qui est globale, qui permet d'englober justement à la fois les processus de rapidité et les processus de raisonnement, par exemple.
Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les fonctions neuropsychologiques ne contribuent pas de la même manière à la position de G. Certaines fonctions vont être très très fortement corrélées à G, alors que d'autres vont l'être beaucoup moins. Dans ce cadre-là, on parlera de saturation en G, de saturation en facteur G. Certaines fonctions, comme le raisonnement logique par exemple, sont très très fortement saturées en facteur G, alors que d'autres fonctions, comme la vitesse, le sont beaucoup moins. Il existe des centaines, des milliers d'études sur G et toutes ces études sont systématiquement extrêmement claires sur ces éléments de corrélation et sur la solidité du concept du facteur général d'intelligence. C'est un facteur qui est universel au sein de l'humanité et qui apparaît transculturel. Il existe plusieurs modèles cognitifs, neuropsychologiques très solides pour analyser G, comment l'intelligence se structure, mais le modèle dominant à l'heure actuelle, c'est le modèle CHC, le modèle Cattell-Horn-Carroll, qui est clairement le modèle le plus utilisé et le plus solide sur la compréhension de ce qu'est l'intelligence. Dans le modèle CHC, on a une structure hiérarchique de l'intelligence avec un facteur G global et différentes sous-composantes de G plus ou moins corrélées à G et plus ou moins corrélées entre elles. Il existe également une troisième strate, dite strate de niveau 1, des composantes les plus élémentaires du fonctionnement cognitif qui vont contribuer à la strate intermédiaire aux grandes sous-composantes de G qui vont directement contribuer à G. Donc le modèle CHC, il contredit totalement, par exemple, les modèles d'intelligence multiple comme le modèle de Gardner. Les modèles d'intelligence multiple postulent et affirment l'existence d'une indépendance totale des différentes composantes de l'intelligence, mais nie l'existence de G. Et toutes les données scientifiques vont clairement dans le sens de l'existence d'une corrélation entre les différentes sous-composantes de l'intelligence et d'une absence d'indépendance de celle-ci. Attends, moi on m'a beaucoup parlé de l'intelligence musicale, linguistique, interpersonnelle, intrapersonnelle, kinesthésique, mais tout ça c'est du faux? Bah oui, en fait, Gardner a postulé l'existence de ces différentes formes d'intelligence en se basant principalement sur du cherry picking et beaucoup d'éléments strictement anecdotiques. Et toutes les études qui ont été menées pour essayer de démontrer l'indépendance des différentes formes d'intelligence postulées par Gardner, donc il en a proposé 7 dans son modèle principal. D'autres études évoquent plutôt un chiffre de 9. Mais toutes les études qui ont été faites dans ce cadre-là ont systématiquement relevé une intercorrélation entre ces intelligences. Donc, le modèle d'Howard Gardner des intelligences multiples est invalide. Alors, il existe d'autres arguments qui vont à l'encontre du modèle des intelligences multiples. En particulier, si les intelligences sont effectivement strictement distinctes et indépendantes, comme l'affirme Gardner dans son modèle, dans ce cas, la présence de haute performance dans différentes formes d'intelligence devrait être extrêmement rare et on devrait retrouver peu de personnes très compétentes ou au contraire très peu compétentes dans ces différents domaines d'intelligence d'un point de vue strictement statistique. D'ailleurs, c'est quelque chose que Gardner fait dans ses ouvrages. Il indique plein d'anecdotes de personnages qui ont de très hauts niveaux de compétences dans certaines formes d'intelligence qu'il postule, par exemple Stravinsky en musique, mais il ne va pas évoquer des personnes dont on sait qu'elles ont des très hauts niveaux d'intelligence dans plusieurs composantes. Je pense par exemple à Heidi Lamar. Une autre critique très importante qu'on peut faire au modèle de Gardner, c'est que dans le modèle de Gardner, il ne propose pas de moyens d'évaluer ces différentes formes d'intelligence. Et quand on ne peut pas mesurer quelque chose, quand on ne peut pas l'évaluer, eh ben, il n'y a pas de raison d'affirmer son existence. D'accord, donc l'intelligence, elle est hiérarchique et les modèles d'intelligence multiple sont invalides. Mais comme tu fais la remarque sur Gardner, ne donne pas de moyens d'évaluer les différentes formes d'intelligence qu'il postule, mais est-ce qu'on a des moyens d'évaluer le facteur G tel qu'il est postulé dans le modèle CHC? C'est une excellente question et la réponse à cette question est oui. On dispose de moyens d'évaluer la position du facteur G. Et à l'heure actuelle, le moyen le plus utilisé et qui est extrêmement efficace pour ça, c'est le quotient intellectuel. Alors historiquement, le test de QI, il dérive des tests qui l'ont précédé. Le premier étant le test d'intelligence Binet-Simon, qui a été proposé
en France au début du XXe siècle et qui avait pour objectif de prédire la performance scolaire des enfants à partir du moment où on a commencé à les scolariser en France. Au cours de l'histoire et de l'évolution des connaissances théoriques sur la structuration de l'intelligence, les échelles ont évolué jusqu'à l'émergence du concept de quotient intellectuel qui est utilisé aujourd'hui et qui est mesuré principalement par les 3 échelles de Wechsler. La WIPSI, 4e édition actuellement, qui mesure l'intelligence des enfants d'âge préscolaire. La WISC, actuellement 5e édition, qui évalue l'intelligence des enfants d'âge scolaire et des adolescents. Et la WEISS, actuellement 4e édition, qui évalue l'intelligence des adultes. Il existe également d'autres échelles qui permettent d'évaluer la position du facteur G, comme le KABC, actuellement 2e édition, qui a été proposé par Kaufmann, ou la NEMI, qui correspond à l'échelle de Binet-Simon actuelle. Actuellement, la NEMI, c'est la 3e édition. On utilise principalement les échelles de QI parce qu'elles permettent de mesurer l'intelligence aussi bien des enfants que des adultes, alors que les autres échelles sont plutôt destinées aux enfants. Une échelle de QI se compose de différents subtests, différents exercices qui vont être proposés, qui vont mesurer des sous-composantes de G, générant des indices qui correspondent à peu près aux sous-composantes de niveau intermédiaire de G, et le QI est une estimation de la position de G. Attends, est-ce que ce que tu veux dire par là, c'est que quand j'ai un QI de 100, ça me donne la position de mon facteur G? C'est exactement ça. Un QI de 100 correspond exactement à la moyenne de l'intelligence, à la position moyenne de G au sein de la population comparable. Et donc, quand on dit que quelqu'un a un QI de 100 points, ça veut dire que la position de G, de son facteur G, correspond à la moyenne de la position des facteurs G de la population comparable. Attends, je voudrais juste revenir sur quelque chose, parce que moi, j'ai beaucoup entendu dire que dès lors qu'un QI était hétérogène, il n'était pas calculable, il n'était pas interprétable. Donc dans ce cas-là, ton QI, c'est une mauvaise mesure de G dès lors que quelqu'un s'éloigne de l'idée un petit peu d'homogénéité de l'intelligence. C'est une très bonne remarque, et ça, c'est une erreur qui est faite très fréquemment, y compris par des professionnels. Un quotient intellectuel qui est hétérogène, il est toujours calculable, il est toujours interprétable. D'ailleurs, le fait de dire qu'un quotient intellectuel n'est pas interprétable, c'est déjà une interprétation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le quotient intellectuel, il vous donne une position estimée de G. Il estime très très bien la position de G, mais il y a toujours une marge d'erreur, qui est d'ailleurs fournie dans les manuels, et qui est interprétée normalement par le professionnel qui fait l'évaluation intellectuelle. Et cette marge d'erreur n'invalide pas le QI. C'est-à-dire que affirmer qu'un QI hétérogène est ininterprétable, déjà, c'est une interprétation en soi, et 2, le QI, c'est une variable de position. Quand tu disposes de plusieurs notes d'un élève qui sont très différentes entre elles, tu ne dis pas qu'il est impossible de calculer sa moyenne, ou qu'elle n'est pas interprétable. Par contre, bien que cette variable de position, qui est la moyenne, ou qui est le QI dans ma comparaison, soit une variable de position efficace, peut-être que c'est une mauvaise variable de description de l'individu. Mais à l'origine, le QI n'est pas une variable de description, c'est une variable de position du facteur G. On peut l'utiliser comme variable de description du fonctionnement cognitif de l'individu, mais dans ce cas-là, ça implique d'autres critères, en particulier psychométriques. D'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, est-ce qu'on est vraiment sûr que le QI, il mesure bien l'intelligence et pas plutôt la capacité à passer un test? Après tout, il y a des personnes qui sont pas à l'aise pour ça, et puis notre intelligence, elle dépend beaucoup de notre éducation. Si je reprends la définition que tu as donnée au début, la capacité à s'adapter à une situation qu'on rencontre, selon l'éducation que j'ai reçue, je vais être plus ou moins efficace pour m'y adapter. Alors là, tu abordes un sujet extrêmement important, c'est une excellente question et c'est une critique qui est très souvent faite sur le QI. Donc je réponds très brièvement, le QI évalue bien l'intelligence, le QI est partiellement impacté par les éléments d'éducation, l'intelligence ne fonctionne pas et ne peut pas être comprise comme quelque chose de strictement éducatif,
et je vais détailler ces éléments-là. Mais là, on aborde une partie qui va être assez technique de la vidéo. Comme je l'ai indiqué en parlant du modèle CHC, il existe un facteur G général avec différentes sous-composantes de G. Parmi ces sous-composantes de G, il en existe une qui est très particulière qu'on appelle GC. GC pour intelligence cristallisée. L'intelligence cristallisée, qu'on oppose souvent à l'intelligence dite fluide, c'est la quantité d'informations, la culture dont nous disposons, des présolutions toutes faites dans notre mémoire grâce à notre instruction. Et quand je parle d'instruction, je ne parle pas d'école, je parle d'instruction en général, qui va nous permettre d'appliquer des solutions déjà apprises à un problème. Et effectivement, GC est très fortement corrélé au facteur Z global, et GC se construit grâce à l'instruction. Ok, donc là, on est d'accord, tu es en train de nous dire que l'intelligence, elle est quand même grandement éducative. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que différentes sous-composantes de G vont très fortement dépendre des éléments d'instruction et que notre QI est partiellement impacté par notre éducation. Ça, c'est tout à fait exact. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence est directement liée à notre éducation. Wow, attends, là, je comprends pas ce que tu veux dire. Je vais t'expliquer. En fait, quand on parle d'intelligence cristallisée, pour construire cette sous-composante de G d'intelligence cristallisée, il faut utiliser les autres sous-composantes de G. Il ne faut pas oublier que bien que les sous-composantes de G soient corrélées à G, elles sont aussi intercorrélées entre elles. En d'autres termes, pour construire un bagage culturel suffisant pour avoir des solutions déjà toutes faites dans notre mémoire à appliquer en situation quotidienne, il faut que vous ayez une capacité d'attention suffisante, de bonnes capacités de raisonnement, une bonne mémoire à long terme, une bonne mémoire à court terme, un bon niveau de langage. Si vous avez des fragilités dans ces domaines, il est beaucoup plus complexe de construire un stock, une intelligence cristallisée efficace. Donc, la construction de GC va aussi très fortement dépendre des autres processus de G. Et inversement, on observe la même chose. Il est beaucoup plus facile de retenir des informations en mémoire à court terme, GSM, dès lors que vous pouvez mettre du sens ou que vous connaissez des techniques pour le faire. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur GC pour soutenir GSM. Même chose, vous allez pouvoir mettre en place des raisonnements beaucoup plus efficaces ou mieux retirer des informations, respectivement GF et GLR, dès lors que vous pouvez vous appuyer là aussi sur des connaissances antérieures GC. Ok, mais ça va pas dans le sens des modèles d'intelligence multiple dont tu parlais avant? Non, parce que ces intelligences-là ne sont pas indépendantes. Ces sous-composantes de G sont très fortement intercorrélées entre elles. Ouais, enfin il y a un problème comme dans ce que tu dis, parce que je suis désolé, mais on peut imaginer quelqu'un qui a plein de capacités, un excellent fonctionnement de G et des sous-composantes de G, ça ne nous dit pas ce qu'il va en faire dans la vie quotidienne. Donc, c'est bien gentil, ton QI, il mesure bien G, mais il ne prédit rien dans la vie quotidienne. Ok. Donc là, c'est une autre très bonne remarque et on va arriver à un autre stade technique sur l'intelligence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence, c'est une faculté, pas un comportement. C'est-à-dire, je vais prendre une métaphore. Est-ce que tu as la faculté de sauter? De sauter? Oui. Très bien. On va imaginer que ta faculté de sauter, c'est le facteur G. Tu disposes de plusieurs caractéristiques physiologiques, biologiques, éducatives, psychologiques dans ton histoire de vie qui contribuent à cette faculté de sauter. La musculature de tes jambes, ton système cardiovasculaire, ton sens de l'équilibre, ton sens de la vue. Est-ce que tu as appris les techniques de saut? Est-ce que tu as bénéficié d'un entraînement? Etc., etc. Ces différentes composantes, on va imaginer qu'elles représentent les sous-composantes de G. Et exactement comme les sous-composantes de G, certaines de ces caractéristiques vont mieux prédire la faculté à sauter, par exemple la musculature des jambes, que d'autres, par exemple la vue. Par contre, la question de est-ce que tu sautes au quotidien ne renvoie pas à ton intelligence, à la faculté de sauter, mais à une autre conception très importante en psychologie et beaucoup moins connue, qui est le comportement adaptatif. Si je dois résumer extrêmement le comportement adaptatif, il va être plus proche du concept d'autonomie, c'est-à-dire de la capacité que nous avons à utiliser
efficacement nos facultés, entre autres notre intelligence, dans notre vie quotidienne. Est-ce que tu peux donner un exemple? Eh ben, par exemple, je pourrais garder la métaphore du saut et dire que tu as une excellente musculature, un très bon sens de l'équilibre, je sais pas, un système cardiovasculaire hors norme. Donc, ton facteur G de saut, ta faculté de sauter est plutôt très élevée. Est-ce que tu sautes dans ta vie quotidienne? Bah, t'en as pas forcément besoin. Dans ce cadre-là, tu disposes d'un très haut facteur G de saut, mais en termes de comportement adaptatif, tu n'as pas besoin d'utiliser ces facultés en vie quotidienne, sauf pour sauter. Et on peut très bien imaginer qu'une personne qui n'a pas les mêmes aptitudes innées que toi, mais qui s'est beaucoup entraînée ou qui a appris d'excellentes techniques de saut, sera beaucoup plus efficient que toi à l'utiliser en vie quotidienne. Ok, donc si je comprends bien, en fait, les différentes sous-composantes de G vont interagir les unes avec les autres à la fois selon une base biologique, mais également selon notre éducation, notre histoire de vie. Elles vont nous permettre d'adapter notre comportement, mais seulement lorsqu'on a besoin. Dans ce cas-là, l'intelligence, c'est les facultés dont nous disposons, et le comportement adaptatif, c'est notre utilisation effective de l'intelligence en vie quotidienne. Ça me paraît être un bon résumé. Ok, d'accord, mais par contre, ça me dit pas si le QI, il prédit le comportement adaptatif ou il est capable de prédire autre chose que la position de G. Alors si, justement, le QI, il prédit beaucoup de choses. Alors attention, quand je dis prédit, ça ne veut pas dire qu'il cause. Le QI, c'est une estimation très efficace de la position de G, mais le QI n'est pas une cause. Le QI est une mesure. C'est G qui est la cause. Entre autres, le QI, G, l'estimation de la position de G va permettre énormément de prédictions en vie quotidienne. Par exemple, il prédit le niveau d'efficacité des apprentissages scolaires, l'efficacité dans le travail, il va prédire également la probabilité d'être myope, il va prédire l'espérance de vie, il va prédire également la probabilité de divorce, la probabilité d'être emprisonné, il va prédire également la probabilité d'avoir une maladie cardiovasculaire. Et ces prédictions, elles sont pas forcément des corrélations positives. Généralement, plus un QI est élevé, plus il y a de réussite professionnelle et scolaire, plus on a tendance à être myope, mais moins on a tendance à divorcer et à être emprisonné. Et attention aussi, je veux vraiment pas être mal compris. Ces tendances, elles sont vraies au niveau d'une population. Elles ne sont pas vraies à un niveau individuel. Ça n'est pas parce que vous avez un haut QI que vous n'allez jamais divorcer. Ce n'est pas parce que vous avez un bas QI que vous ne porterez pas de lunettes. Ça n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que sur une population, le QI, il prédit énormément de choses en vie quotidienne. Il est d'ailleurs très bien corrélé au comportement adaptatif dont j'ai parlé juste avant. Mais ces prédictions ne sont pas pour autant valables au niveau individuel. Attention, ça a justement fait l'objet de très nombreuses dérives de lois eugénistes et ségrégationnistes qui sont absolument scandaleuses et qui relèvent d'une très mauvaise compréhension de ce qu'est l'intelligence et de ce qu'est le QI. Ok, donc je comprends tes arguments. Par contre, pour l'instant, tu nous as pas encore parlé de lien avec le cerveau. Il y a un lien avec le cerveau? Ah oui, il y a un lien avec le cerveau et ce lien, il est très bien étudié. On pense avec notre cerveau, nos facultés cognitives sont hébergées par notre système cérébral et donc notre cerveau est le substrat qui sous-tend notre intelligence. Alors, il y a énormément de corrélations qu'on peut faire entre le fonctionnement neuroanatomique, certaines caractéristiques anatomiques cérébrales et la position de G, donc le QI. Parmi ces liens, il va y avoir par exemple l'organisation des différentes couches de neurones dans le cortex, l'épaisseur du cortex, la structuration de la substance blanche, etc. Et la taille du cerveau aussi. Alors pour la taille du cerveau, c'est plus compliqué. C'est une règle qui est en général vraie dans le règne animal. Plus gros cerveau, en particulier plus gros lobe frontal, va souvent de pair avec un plus haut niveau d'intelligence, mais c'est quelque chose qu'il faut énormément nuancer. Par exemple, en moyenne,
les femmes ont un cerveau moins volumineux que les hommes et pour autant, les études sont extrêmement claires. Il n'y a aucune différence de facteur G entre les hommes et les femmes. La position de G est la même chez les hommes et chez les femmes. Ouais, t'as raison, c'est important de le rappeler, mais donc si je comprends bien, tout le cerveau participe de la même manière à l'intelligence? Alors non, tout le cerveau ne participe pas de la même manière à l'intelligence, exactement comme les différentes fonctions cognitives vont être plus ou moins contributives à G. En fait, différentes structures cérébrales vont être plus ou moins contributives à G. Actuellement, sur la base des études non seulement en imagerie, mais également des études qui mettent en évidence l'impact de différents types de lésions cérébrales sur le QI, sur la position de G, on a pu déterminer que les structures qui sous-tendent le plus le fonctionnement de l'intelligence renvoient à un vaste réseau fronto-pariétal. On parle dans ce cadre-là de la théorie de l'intégration pariéto-frontale de l'intelligence. Ce que tu dis, ça me fait quand même penser à quelque chose. Si notre intelligence, elle renvoie à des capacités aussi fines que l'organisation de notre cerveau, à quel point l'intelligence, c'est quelque chose d'inné et donc qui dépend de notre génétique. Là aussi, tu abordes un sujet extrêmement complexe et vraiment très touchy. Quelque chose que je m'efforce de faire quand je donne cours à l'université ou quand j'ai des étudiants à l'hôpital ou au cabinet, c'est de leur apprendre dans quel ordre on doit se poser les questions. Face à une affirmation, on a plutôt tendance à se poser en premier la question de savoir à quel point cette information nous choque. Or, la première question qu'il faudrait se poser, c'est à quel point elle est vraie. Et l'affirmation que l'intelligence, elle est en très grande partie déterminée par la génétique, elle est vraie. Elle a été énormément soutenue par de très nombreuses études. Elle peut être choquante, elle n'est pas confortable, mais le fait que notre intelligence, qui dépend de la structuration de notre cerveau, qui est un organe qui s'est développé sur la base de notre code génétique comme n'importe quel autre de nos organes, même si sa structuration va se modifier en fonction de notre histoire de vie, ça, c'est pas plus choquant que de se dire que les gens grands ont des enfants grands. Les gens athlétiques ont des enfants en moyenne plus athlétiques. Là, tu abordes quand même un sujet vraiment très chaud. T'es sûr de vouloir l'aborder? Oui, c'est un sujet qui est vraiment très chaud et oui, je suis sûr que je veux l'aborder. Parce que le but de cette vidéo, c'est de présenter, de survoler rapidement l'état des connaissances concernant l'intelligence. Alors, comment sait-on que l'intelligence a une si forte base génétique? Donc, j'ai parlé déjà des éléments de développement du cerveau, mais je voudrais un peu expliquer les types de méthodologies qui permettent de soutenir et d'explorer cette hypothèse. Historiquement, une des méthodologies les plus classiques, c'est la comparaison des jumeaux séparés. On va observer des populations de jumeaux en déterminant est-ce qu'il y a une corrélation, ils ont le même niveau de fonctionnement de leur intelligence alors qu'ils ont été séparés assez tôt dans leur histoire de vie. Le problème de ces méthodologies, c'est que les populations, elles sont assez limitées en nombre et puis souvent il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi impacter leur intelligence dans ce cadre. Alors ça, c'est un type de méthodologie, mais on peut utiliser d'autres méthodologies en étudiant les populations de jumeaux. Est-ce que l'intelligence de jumeaux monozygotes est plus proche que l'intelligence de jumeaux hétérozygotes? On peut aussi faire des études sur les enfants adoptés. On va se demander, est-ce que l'intelligence des enfants adoptés est plus proche de celle de leurs parents adoptifs ou de leur famille biologique? Parmi les autres méthodes, on va directement travailler sur les caractéristiques génétiques en déterminant quels sont les gènes qui peuvent intervenir dans la structuration cérébrale ou dans le fonctionnement neurologique en particulier.
Par exemple, je vous mets ici une image qui reprend les différents gènes qui sont impliqués seulement dans le fonctionnement de la synapse. D'ailleurs, le fonctionnement et l'efficacité de la synapse, c'est un des mécanismes de l'apprentissage qui va sous-tendre G. Dans ce cadre-là, on parle de potentialisation à long terme et de la synapse dite de Hebb. C'est une vidéo qui est prévue. Grâce à ces différentes méthodologies, on a pu déterminer quelle était la part génétique de l'intelligence chez les individus en fonction des âges, puisque ça varie selon les âges, et on a pu la comparer à la part environnementale partagée et environnementale non partagée. On entend environnemental partagé, en fait, les éléments qui sont communs au sein de la famille. Par exemple, des enfants ont les mêmes parents, éventuellement la même crèche, ou pourquoi pas les mêmes activités extrascolaires. Et les éléments non partagés sont des choses qui sont spécifiques à l'individu. Peut-être que ces enfants de la même famille, en fait, n'ont pas les mêmes enseignants, ils n'ont pas les mêmes copains, ils n'ont pas les mêmes loisirs. Dans tous les cas, les données sont extrêmement claires. La part génétique de l'intelligence reste toujours extrêmement importante. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Alors, j'ai bien conscience que je n'ai fait qu'effleurer, à peine survolé, et j'ai énormément résumé beaucoup de choses qu'on sait sur l'intelligence. Je n'ai pas le temps dans des vidéos de détailler davantage. Je pourrais le faire dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Mais on pourrait passer des dizaines d'heures à parler de l'intelligence. Donc j'ai bien conscience qu'il y a plein de sujets que j'ai pas abordés. Et éventuellement, pourquoi pas le faire dans d'autres vidéos. Ça, c'est pas un souci. J'ai bien conscience également que certains des éléments que j'ai apportés aujourd'hui peuvent être extrêmement inconfortables. Dans le cadre des recherches pour cette vidéo, j'ai continué à creuser un petit peu ce qui se savait sur l'intelligence, ce qu'on avait en termes de consensus scientifique dessus, et je peux vous garantir que je suis tombé sur des informations qui étaient vraiment très pénibles à lire. Mais c'est pas parce que c'est pénible que c'est faux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.